Professeur Emmanuel Navone, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous aider à mieux comprendre les derniers développements politiques qui se sont produits en fin de semaine et ce qui va se produire dans les prochains jours. D'abord, est-ce que vous avez été surpris par la décision de Benny Gantz de quitter, de faire voler en éclats d'une certaine manière le parti bleu-blanc et de rejoindre le gouvernement ? Je pense que ce développement était devenu inévitable. Pourquoi ? Parce que finalement la stratégie des alliés de Benny Gantz, en particulier Yair Lapid et Moshe Ya'alon, consistait finalement à menacer, et également bien entendu d'Avigdor Lieberman, consistait entre guillemets de menacer Netanyahou avec un gouvernement de 61 soutenu par la liste arabe unifiée et de faire élire à la tête de la Knesset Meir Cohen. Or, cette menace n'en était pas vraiment une, dès l'instant où deux députés justement du parti de Moshe Ya'alon, Yoav Hendel et Tzvika Hauser, avaient déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas pour un tel gouvernement. Et par conséquent, lorsque, en fin de semaine dernière, la coalition ou la semi-coalition menée par Bleu et Blanc avait décidé de pousser à l'élection de Meir Cohen à la tête du Parlement, et que Netanyahou avait dit très clairement que si c'était comme ça, alors il mettait fin aux négociations. En gros, on avait le choix entre aller à une quatrième élection ou mettre fin à Bleu et Blanc et que Benny Gantz se joigne au gouvernement de Netanyahou. Donc je pense que Benny Gantz a pris une décision qui est à la fois courageuse et responsable. Personnellement, je me félicite de cette décision qui nous a préservé effectivement la catastrophe d'une quatrième élection, alors même que nous avons à gérer la crise, non seulement du virus de la corona, mais également la crise économique qui s'ensuit. Alors, c'est presque passé inaperçu parce que les choses se sont développées très rapidement, mais il y a eu une ingérence assez nette ces derniers jours et dans le contexte politique complexe de la Cour suprême. Je voudrais avoir votre avis sur ce qui s'est passé par rapport du point de vue de la Cour suprême qui a, d'une certaine manière, imposé à celui qui était le président du Parlement d'entamer le vote de son successeur, le vote pour l'élection de son successeur. Qu'est-ce que vous pensez de cette position de la Cour suprême, on va dire, pour rester neutre, de cette position de la Cour suprême dans le débat politique ? Je pense d'abord qu'il s'agit d'une ingérence du pouvoir judiciaire dans les procédures du Parlement, donc du pouvoir législatif. Je pense que c'est également, cette décision est l'issue de 25 ans de cette fameuse révolution judiciaire d'Aaron Barak, qui finalement a remplacé la séparation des pouvoirs par une hiérarchie des pouvoirs dans laquelle le système judiciaire a toujours le dernier mot. Et donc clairement, il s'agissait d'une ingérence, surtout que les statuts de la Knesset permettaient justement au président de la Knesset d'attendre un peu avant que le vote ait lieu. Quand je dis d'attendre un peu, c'était jusqu'à ce que se forme un gouvernement. Oui. D'un autre côté, il faut bien dire aussi que dès l'instant où il y avait à la Knesset une majorité de 61 députés pour exiger que se tienne un vote pour le président de la Knesset, le président de la Knesset ne pouvait pas et n'aurait pas dû l'empêcher. Alors il l'a empêché évidemment pour des raisons politiques, pour permettre de continuer des négociations pour la formation d'un gouvernement d'union nationale, certes, mais le président de la Knesset est lui aussi allé trop loin en finalement n'accédant pas à la demande de la majorité. S'il y a une majorité à la Knesset pour élire un nouveau président, il faut l'accepter. Ce qui a finalement poussé ces 61 députés à demander à la Cour suprême d'intervenir. On n'aurait pas dû en arriver là. Parce que c'était véritablement une ingérence du pouvoir judiciaire dans le pouvoir législatif. Mais effectivement, le président de la Knesset lui-même n'aurait pas dû finalement empêcher ce vote qui était exigé par la majorité. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il ait démissionné ? Est-ce qu'en démissionnant d'une certaine manière, il a agi comme il l'a dit lui, selon sa conscience, ou alors est-ce que finalement sa démission n'a pas de poids véritablement, n'avait pas de poids important par rapport à la décision de la Cour suprême, cela ne le soustrayait pas à la décision de la Cour suprême ? Le fait est que sa décision n'a rien changé puisque le vote a eu lieu de toute façon. Mais je pense que la signification de sa décision, c'est quelles sont ses aspirations personnelles, c'est-à-dire que clairement sa démission signifie
qu'il a abandonné l'idée de se faire élire à la présidence de l'État et qu'il pense plutôt à la présidence du Likoud. En fait, c'était clairement ça, parce que son comportement et sa décision dans cette crise politique, très clairement, il a fait du pied, entre guillemets, aux électeurs du Likoud et pas aux membres de la Knesset dont il aurait eu besoin pour se faire élire à la tête de l'État en 2021, puisqu'on sait qu'il a pensé à cela aussi. Donc je pense que sa décision est plus un indicateur de là où il pense se diriger politiquement en 2021. Alors, je voudrais qu'on essaye de voir, à votre avis, quel genre de gouvernement va diriger le pays dans les prochains mois, et en tout cas probablement dans les 3 prochaines années, si, bien entendu, tout le monde respecte les termes de l'accord qui est en train de se préparer. Vers où va-t-on ? Est-ce que c'est un gouvernement, vous pensez que c'est un gouvernement qui restera solide et que, en dépit des profondes divergences de vues, on va dire, pour ne pas dire plus, entre Benyamin Netanyahou et Benny Gantz, ils pourront ces deux travailler ensemble, main dans la main ? D'abord, je pense qu'il faut d'abord se féliciter qu'on va avoir un gouvernement, parce que nous sommes déjà plus d'un an sans un gouvernement élu. Nous sommes dans une crise sans précédent, aussi bien sanitaire que économique. Donc il est urgent d'avoir un gouvernement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va y avoir effectivement ça ne va pas être un gouvernement paritaire dans la mesure où ça va être entre le bloc Likoud, parti religieux, donc 58, ajouter à cela Orly Levy Avekassis et Tzvika Hauser et Yoav Hendel. Donc ça fait en fait 61. Donc en fait, Netanyahou a finalement obtenu ces fameux 61. Ce qui signifie que Benny Gantz, lui, qui arrive avec 15 députés, face à 61, évidemment, est en position de faiblesse. D'un autre côté, ces 61, ils sont aussi un point d'interrogation, puisque Yoav Hendel et Tzvika Hauser ont quand même une longue histoire d'animosité avec Benjamin Netanyahou. Donc effectivement, Benny Gantz tient quand même une certaine force dans la mesure où il pourrait mettre fin à ce gouvernement. Ça va être quand même un gouvernement, d'après ce qui s'est conclu cette nuit, où il va y avoir effectivement un an et demi, où Benjamin Netanyahou sera Premier ministre pendant un an et demi, ensuite Benny Gantz, avec la défense qui ira à Gabi Ashkenazi, et également le portefeuille de la justice qui ira à un procès d'Israël, donc au parti de Benny Gantz. Donc il y a quand même des compromis des deux côtés, mais effectivement beaucoup se posent la question, est-ce qu'effectivement au bout d'un an et demi l'accord sera respecté? Beaucoup de ministres du Likoud disent qu'ils en doutent fortement. Mais pour l'instant c'est l'accord qui semble être en train d'être conclu. Selon vous, c'est Benjamin Netanyahou qui sort gagnant de ces derniers développements. D'une certaine manière, on peut dire qu'il a conservé certains acquis qui étaient incontournables pour lui. Il reste Premier ministre, il a toujours son fameux bloc des 58 députés, et il a fait voler en éclats bleu-blanc. Alors, est-ce que c'est véritablement lui qui sort gagnant de cette affaire ? Je pense qu'il a effectivement, quand on compare sa situation politique il y a 3 ou 4 mois et aujourd'hui, c'est clair qu'il a réussi à améliorer sa situation de façon impressionnante. Ceci dit, n'oubliez pas quand même que si l'accord est signé et s'il est respecté, cela signifie que Netanyahou lui-même signe que dans un an et demi, il n'est plus Premier ministre. On oublie quand même ce changement important. Et je pense que ça fait aussi partie du calcul de Benny Gantz, à savoir qu'il a fini par comprendre que le maximum que pouvait obtenir le centre-gauche en Israël, c'était justement de prendre le contrôle du ministère de la Justice et de mettre fin au poste de Netanyahou après un an et demi. Donc évidemment, encore une fois, se pose la question, que se passera-t-il dans un an et demi ? Certains pensent qu'en réalité, Netanyahou compte se faire élire à la présidence de l'État, puisque le poste sera disponible justement dans un an et demi, et que la fameuse loi française... Il peut le faire alors qu'il est en procès ? Bien entendu, il peut se faire élire. Il peut se faire élire, et justement, en tant que président de l'État, il aura une immunité pendant 7 ans. Donc en fait, pour lui, ce serait... cela pourrait geler la procédure judiciaire contre lui ? Tout à fait, puisque le président de l'État a une immunité. Donc en fait, ce dont on parle tout le long de la loi française existe déjà en Israël, puisque également en Israël, le chef de l'État, donc le président, je vous rappelle qu'en France, la Constitution donne cette immunité au chef de l'État. Mais par exemple, Moshe Katsav n'avait pas bénéficié de cette immunité, ou même Ezer Weizmann lors de ses affaires avec certains milliardaires juifs, il n'en avait pas profité. Je suis un peu étonné. Il y a véritablement une telle immunité à ce stade ? L'immunité, normalement, est concernant pour que la police
puisse mener son enquête contre un président. Donc je pense que si on se retrouve dans cette situation, il n'est pas impossible que Netanyahou puisse arriver à un compromis avec le parquet pour se faire élire et mettre de côté son procès pendant 7 ans. C'est une théorie en tout cas, qui se balade dans les couloirs de la politique en Israël, mais ça pourrait effectivement être une possibilité que justement dans un an et demi, après la fin de son mandat comme Premier ministre, Netanyahou brigue le poste justement de président de l'État. En tout cas, comme je le dis, Alors, une dernière question, Emmanuel. Vous avez le sentiment, ça fait plus d'1 an que cette crise dure, vous avez le sentiment que l'on pourra recoller les morceaux de cette... Bien, nous avons un problème avec Emmanuel Navon. En tout cas, on le remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualita. Il est 8h58, donc nous terminons ainsi cette heure d'actualité sur Studio Qualita.